Oui, en plus, راه عندي جزار حلال غير حدايا وحدايا الجامع وهادي. Et je dis, mais tu sais que tout ça, c'est grâce aux parents et aux grands-parents de ceux que tu dénigres aujourd'hui. Que tu appelles Zmigzmag. Si tu veux réussir, il faut que tu prennes un mec avec un nom bien franchouillard pour te représenter commercialement. Parce que t'es une femme, t'es arabe et t'es petite. Souvent, on a l'impression, quand nous, on est au Maroc, que le mentoring doit venir d'ailleurs, de l'étranger. Et toi, en tant que Marocaine du monde, tu te dis, le mentoring, eh bien, j'en bénéficie ici au Maroc. Mais oui, parce qu'en fait, les chefs d'entreprise qui sont là, ils évoluent sur ce marché ici. Je ne me vois pas, justement, sur un environnement marocain, me faire conseiller par des DRH qui sont en France. L'environnement n'est absolument pas le même. Les hommes ne se posent pas cette question. Pas du Est-ce tout. que j'ai un leadership masculin ou féminin? Bien sûr que non, mais et c'est forcément la femme qui se pose ce genre de questions. Quel est mon vrai leadership? On résout la question une fois qu'on ne se pose plus la question. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, la femme qui est avec moi aujourd'hui, c'est l'incarnation de la passion pour son pays d'origine, qu'est le Maroc. Je vous en dis pas plus, on y va pour les détails. Fatima Boussala Idrissi, marhaba bik. Barakallahu fik Yasmine, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir ici. Eh ben, le plaisir est partagé, vraiment. Alors, Lalla Fatima, une vice-présidente marocain du monde. Et alors, comment vous appelez ça? Alors, MEM, Marocain du monde. Marocain, entrepreneur et haut potentiel du monde. Voilà, Marocain, entrepreneur et haut potentiel du monde, by CGEM. Exactement. ياك 2023 tu دخلتي le bureau. Exactement. Exact. Ou pourquoi Marocain du monde? Parce que toi, tu es Marocaine du monde. Tu as grandi en France. فاش كانت عندك عامين والديك داوك. وفاش كانت عندك عامين كنتي كتقولي لهم ردوني لبلادي. Exactement. Donc, في 2023 حصل لي الشرف بلي دخلت للبيرو وكنخدم مع سي كريم عمور en tant que VP. Donc, c'est un grand honneur vraiment pour moi de servir nos Marocains du monde حيت أنا طرف منهم. دونك كما قلتي ياسمين، أنا الوالد ديالي كان مشى في الأول ديال السبعينات ومن بعد يمكن كان مشى وما غاديش يبقى. كان كيجبلوا الله غير رجع دغيا. غادي يرجع كما يمكن واحد الطرف كبير ديال المغاربه والجزائريين وتوانسه اللي كانوا مشاو في ديك الساعه. دونك خلاني في المغرب انا والوالده ديالي وجدي ولالا. وفاش كانت عندي عامين جدنا و افكتيفمون كانوا كيقولوا لي باللي كنت دائما كنقول لهم ردوني لبلادي، انا ما باغاش نمشي. عامين هذه اللي قويه. ان بيبي ديال عامين، حيت مازال ما وصلتيش ان انفون دو 2 ans، باقي كنقولوا 24 mois سي ان بيبي. سي ان بيبي اكزاكتومون. وفاش مشيت توفات لالا ابارامون كيقول لك توفات de chagrin. On sait que médicalement on ne meurt pas de chagrin, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose انا اللي هاد القضيه هادي تبعتني. وفرانشمون ملي كنشوف دابا داك الحب ديال المغرب ما عمره مازال، دائما لاصق فيا. يعني واخا كبرت تما، قريت تما، خدمت تما، عندي وليداتي تما، يعني بور موا داك الحب ما عمره ما تحيد، ما عمره مازال. وعندي توازن entre la culture française و الثقافه ديالنا المغربيه. حتى اللهجه ديالك واقفه، ماشي لهجه مخلطه. سي جونتي. كيدار جو سي با، يمكن حيت لا براتيك. وانا كان عندي حظ كبير، هو الوالد كان استاذ ديال العربيه. الوغ البيبي ديال عامين كيقول ردوني لبلادي. ما عمرك ما خممتي انك ترجعي؟ سي اون تونتاتيف ديبي 2000. مي ماشي لو مارشي اللي ما كانش ماتور. je sais pas si je vais choquer, mais j'avais envie de garder ma liberté de penser et d'éduquer mes enfants. كان عندي انا vraiment واحد التوازن في التربيه ديالي que je voulais transmettre à mes enfants. Voilà, donc c'était ça en fait, c'était que l'opportunité de venir, elle était là.
ولكن كنت كنشوف aussi بلي toute la famille était en France. Tu vois? Toute la famille était en France. Les parents, la bon fratrie, après Allah يرحمهم. Allah يرحمهم والدات توفات بكري, mais les frères et sœurs, les cousins, enfin tout le monde était là-bas, même si on se voit pas très souvent. المهم كنحس بهم حدايا. Donc هذه هي الأولى. Et la deuxième, c'est que Ma femme, c'est de la liberté de penser et d'éduquer mes enfants. Ouais, parce que j'avais une manière de voir les choses, l'éducation, donc un équilibre entre la religion, mais la religion, le cheminement vers la foi, ou les dogmes que la société elle pourrait nous imposer, soit je n'étais pas prête pour ça physiquement. Moi, je suis une grande solitaire, même si je fédère énormément de monde, je crée énormément d'événements. J'ai besoin, quand je suis dans le cadre familial, d'une autonomie. D'une autonomie, justement, dans l'éducation, dans la manière de voir même le couple, la famille. Donc ça, c'était important pour moi. Donc je me sentais pas prête psychologiquement. En fait, j'étais pas forte pour ça. Mais en fait, ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Parce que certains ou certaines Marocaines du monde que j'ai eu interviewées se sont retrouvées en fait dans ce contrôle familial, même en vivant en Europe. Oui, alors en fait, ça dépend de... Oui. Exactement. Nous, on avait, alhamdoulilah, mes parents et mes frères et sœurs, on rentre pas dans l'intimité des uns des autres. On est au courant de ce qui se passe, on soutient, on est là, on sait que chacun est là. Par contre, on ne rentre absolument pas dans l'intimité des uns et des autres. Et donc, bon, après, au Maroc, ça change. Je pense que ça commence à changer. Donc, moi, je parle des années 2000, début 2000. Et donc ça, j'étais pas prête à l'époque. Alors, le papa part dans les années 70 en France. الوالد كيهاجر لفرنسا. كتمشي انت مع ماماك عامين بعد. باباك كان خدام في لوزين. شنو اللي خلاك اليوم فاطمة انك تولي مرأة مقاولة؟ شنو اللي عطاك هاد السيرورة في الحياة اللي من الهجرة المقاولة؟ أنا كنت دائما كنشوف راسي غادي نكون مقاولة دائما. دونك دابا هادي 17 عام وأنا في المقاولة. وفي لي بوست اللي كانوا عندي دي بوست à responsabilité avec une très grande liberté de manœuvre. كنتي قبل ما تدخلي المقاولة؟ قبل ما ندخل المقاولة كنتي في لو سالاريا؟ في لو سالاريا mais avec des responsabilités, avec voilà, vous avez 2 ans pour mettre en place je sais pas le service client Europe avec tel budget. Et vous vous débrouillez avec. C'est une forme d'entrepreneuriat. C'est une forme d'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer comme ça, professionnellement. Donc, voilà. Donc, كنتي في أي مجال بالضبط؟ Alors, كنت في le retail et la mode, le luxe. Donc, le responsable service client Europe. Donc, la mise en place du service client pour un grand groupe américain. Bon, avant, j'ai eu d'autres expériences. Et ensuite, j'ai été responsable travaux maintenance Europe. Donc, c'est encore autre chose. Il y a une autre facette de retail, les réseaux de magasins, mais toujours avec cette idée de respecter un budget, d'avoir une deadline. Voilà. Donc, c'était une forme d'entrepreneuriat. C'était 2008, il me semble 2008. Je me voyais entreprendre, mais à 50 ans. Oui. Pas aussi jeune. Et en 2008, les réseaux retail, les franchises de magasins ont commencé à s'installer. Où j'ai eu une opportunité, Dixaa, le groupe Flo, les restaurants Bistro Romain, Hippopotamus, tout ce groupe-là qui a été acheté par le groupe Bertrand, qui voulait me débaucher en tant que responsable travaux maintenance. Et Dixaa, أنا كنت في Lyon, et je ne me voyais pas نرجع لباريس. Le stress ديالها où je venais d'avoir un enfant. Enfin, Amine était un peu grand, mais je venais d'avoir un deuxième et je ne me voyais pas retourner à Paris avec le stress. Donc, je leur ai dit, voilà, moi j'ai cette compétence-là de gestion des audits, de service client, de visite mystère que j'ai appris avec les Américains. Je voudrais le mettre en place en Afrique du Nord, d'abord au Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit, ben go, on est en train d'ouvrir nos premiers restaurants.
vous allez suivre avec nous tout le service client, l'adaptation des cartes au marché, tout ça. Donc l'aventure a commencé comme ça grâce à des clients. Donc ça, c'est l'aventure Afrique du Maroc. Non, même pas, parce que c'est l'aventure entrepreneuriale tout court qui a démarré avec le Maroc. Et je me posais déjà la question à l'époque, est-ce que j'implante la société au Maroc ou en France? Et j'avais cette, je sais pas, une petite crainte, entre guillemets, on délocalise. Enfin voilà, c'était une petite crainte à l'époque. Et moi, dans ma tête, déjà, je me disais, écoute, je vais proposer cette compétence-là, mais à des groupes occidentaux. Parce que pour moi, le Maroc n'était pas encore mature. Donc c'était une forme de conseil, en fait. C'était du conseil. Oui, c'est du conseil, de l'accompagnement. C'est du conseil, de l'accompagnement, mais avec... non, il y a tout un process derrière, parce qu'on a des applications, on est sur le terrain, aussi bien pour les audits, les relevés de présence produits et prix, il y a toute une logistique derrière. Voilà, donc il y a tout un process à maîtriser quand même derrière, avant de mettre en place les missions, avec des équipes qui peuvent être nombreuses parfois en fonction des missions. Donc en fait, l'entrepreneuriat est arrivé presque par hasard. Oui, exactement. C'est ça. C'est arrivé, voilà, j'avais l'idée. Alors en plus, elle fait une autre manière, les réseaux sociaux, Internet, mettre en place des panels, il fallait aller chercher des consommateurs. Donc, on a contrôlé des blogs. Les blogs, à l'époque, disaient les mamans, donc en tant que jeune maman, on partage des conseils, on cherche de l'information auprès des unes et des autres. Et c'est comme ça que j'ai démarré, que j'ai développé mes panels de consommateurs. C'est grâce à ce partage, c'est ce qu'on appelle de l'agilité. Exactement. C'est de l'agilité. D'aller chercher l'information tout en douceur, tout en diplomatie, et puis en donnant aussi, parce que je donnais aussi beaucoup de conseils de mon côté, de partage. En fait, l'entrepreneuriat, on imagine souvent ça comme... c'est presque le modèle américain, comme une action un peu féroce, une attitude un peu féroce. Mais toi, ce que tu dis, c'est aller chercher l'information pour développer justement son business. Tout est dans la douceur. Ça veut dire que... Est-ce que tu as eu à créer ton propre modèle? Est-ce que tu t'es inspiré d'un modèle existant? Comment tu as fait pour développer ta propre approche? Alors moi, je me suis inspirée de plusieurs modèles. Déjà, j'ai été formée auprès des Américains, donc ils ont une manière aussi de voir notre métier. C'est les précurseurs en neuromarketing, en analyse des comportements de consommation, d'analyse des 5 sens, des ressentis. Ils sont vraiment les meilleurs, on va dire, à l'international. Après, j'ai quand même aussi évolué dans des entreprises françaises. J'ai évolué auprès d'entreprises espagnoles, donc des grands groupes dans la mode. En tant que client des Italiens, j'ai eu une petite carrière quand j'étais étudiante où j'ai évolué auprès des Marocains, donc des gens du sud du Maroc, mais qui étaient implantés à Paris. Et tout ça, ça m'a façonnée, en fait. Même auprès de... Voilà, j'ai eu une petite expérience auprès des Juifs du Sentier. Donc, à l'époque, ils étaient vraiment à Paris, à la pointe, dans le retail, la mode. Et dans ma tête, c'est ce que je voulais. Je voulais évoluer dans plusieurs environnements. J'ai évolué aussi à Vianen, donc à côté d'Amsterdam, au siège social de Foot Locker, avec la responsabilité Europe. Donc, tout ça, ça m'a façonnée. Ça m'a permis de prendre le meilleur de chacun. Et encore aujourd'hui, je m'inspire de beaucoup de mentors, surtout Naïf El-Maghreb. Alors, par rapport à ça, justement, surtout Naïf El-Maghreb, et ça, je pense que c'est grâce à MEM, by CGEM, que c'est possible. On en avait parlé dans une précédente interview radio, et tu m'avais dit, en fait, me faire mentorer par les Marocains. Je me rappelle de cette question que je t'avais posée. Pardon, j'avais relevé ce point en disant, souvent, on a l'impression, quand nous, on est au Maroc, que le mentoring doit venir d'ailleurs, doit venir de l'étranger. Et toi, en tant que Marocaine du monde, tu te dis, le mentoring, eh bien, j'en bénéficie ici au Maroc. Exactement. C'est un changement de paradigme. Mais oui, parce qu'en fait, les chefs d'entreprise qui sont là, ils évoluent sur ce marché ici. Et puis, ils sont confrontés à des contraintes, on va dire... auxquels nous aussi on peut être confrontés. Donc il faut s'inspirer d'eux ici et il faut surtout être mentoré par eux. Et pas plus tard qu'hier, on avait une rencontre avec le club des femmes DRH
du Maroc où on s'est fait mentorer, entre guillemets, à travers plusieurs petits points sur la question de la gestion des talents, la fidélisation, la mobilisation. Donc, c'est des choses différentes bien sûr, je ne me vois pas justement sur un environnement marocain me faire conseiller par des DRH qui sont en France. L'environnement n'est absolument pas le même. Alors, on n'a toujours pas répondu à cette question. Comment la jeune fille, le bébé, pardon, qui est arrivé à 2 ans, qui disait donner le bledi, la situation des parents qui décident d'aller s'installer dans un autre pays, et donc en fait, justement, cette évolution jusqu'à l'entrepreneuriat. C'est vrai que tu m'as parlé de l'intrapreneuriat que tu as mené, mais cette liberté d'agir, cette force d'agir, cette envie peut-être aussi de réussir, est-ce que c'est aussi une revanche sur la vie ? Alors, on a tous des revanches sur la vie, de toute façon. Certainement, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours, du plus loin où je me souvienne, j'ai toujours eu envie d'avoir des liens avec le Maroc. Donc, tout le temps. Quand on parlait, par exemple, de littérature au collège, je lui sortais des auteurs francophones marocains. Donc, voilà. Donc, il y a toujours eu ce lien avec le Maroc. Après, moi, j'ai eu une éducation quand même assez stricte, on va dire, avec un papa quand même qui savait que l'éducation était importante. Ou aujourd'hui, mais pour moi, elle n'était pas stricte. Elle était nécessaire. Quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, où le mujtama, je pense le mujtama كله كيربي entre guillemets, وكتكون في واحد المجتمع آخر où il faut garder les valeurs aussi bien marocaines, religieuses, et puis en même temps laisser cette flexibilité, cette liberté. Donc je pense que c'est tout ça aussi qui m'a façonnée. Après, moi, j'étais l'aînée d'une grande fratrie, donc il y a peut-être ça aussi. Et puis j'ai grandi dans une toute petite ville, on va dire, donc un cocon à la base, une petite ville où il y avait un lac, une forêt. Enfin voilà, même si quand on était enfant, on n'aimait pas trop, on avait envie d'autres horizons. Mais j'ai toujours su que je voyagerais, que j'irais rencontrer d'autres personnes parce que moi, en tant qu'étrangère, je savais qui j'étais, je savais que j'épousais cette culture française et je savais ce qu'il fallait prendre de cette culture. Et je savais pertinemment que j'irais chercher d'autres cultures pour les connaître, pour m'inspirer aussi, pourquoi pas d'eux. Et je pense que c'est ce qui a façonné tout ça. Après, j'étais impliquée quand même à chaque fois en tant que déléguée, impliquée dans des associations. Et puis, il faut dire que on le voit peut-être pas maintenant, mais on a nos Marocains du monde de l'époque qui ont, quand ils sont arrivés dans un environnement donc franco-français, donc je parlais de la France, mais c'est valable pour la Belgique, pour tous les autres pays, où il n'y avait pas de mosquée, par exemple, pour se retrouver. Il n'y avait pas de cours d'arabe, donc ils les ont organisés. Il n'y avait pas de nourriture halal, par exemple, ou de produits dont ils pourraient avoir besoin pour la cuisine. Donc, il n'y avait pas tout ça. Donc, ils se sont organisés. Et moi, j'ai un papa qui était aussi très investi, là-dedans. Voilà, bon, notamment sur le plan du religieux et bien sûr les cours d'arabe. Cours d'arabe, Coran. Voilà, c'est lui qui donnait tout ça, en fait. Oui, c'est lui qui donnait tout ça. À la communauté. À la communauté. Et à un moment donné, il a recruté aussi d'autres personnes. On a bénéficié de cours de théâtre en arabe. On a bénéficié de cours de Tarab al-Gharnati à un moment donné. Donc, tu vois, culturellement, il a apporté des choses. Il n'était pas impliqué dans le Ouidadiyet de l'époque. Il regardait de loin, il conseillait parce que ce n'était pas son truc. Voilà, il était vraiment beaucoup dans l'action. Et donc, avec du recul, on voit les actions. Donc, toutes ces actions le lavage mortuaire, enfin voilà, toutes ces actions qui sont un peu glauques, on va dire, oui, aujourd'hui, mais qui étaient nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça qui façonne. Ma mère aussi était quelqu'un de très sociable, qui aidait l'organisation des mariages, la cuisine, parce que la cuisine est très bien, tabarakallah, mashallah alayha. Donc voilà, donc tout ça, ça façonne aussi. Tu vois, quand tu as des parents qui sont impliqués au niveau social, au service de la communauté, pour montrer la meilleure facette des Marocains aux autres,
Donc tout ça, ça façonne. Donc ça ne m'étonne pas aujourd'hui que tu sois vice-présidente des Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde au sein de la CGEM. Hein. Voilà, en fait, c'est... Exactement. Tout à fait. En plus, ils ont organisé la communauté. Alors, il n'y a pas que, il y en a beaucoup dans toutes les villes européennes. Et donc, surtout, on parle là des années 60, 70, début 80, où entre guillemets, parce que toutes les initiatives sont bonnes à prendre, quand on a des personnes qui viennent s'approprier cette question-là, la diaspora, entre guillemets, ou alors ça c'est le pire du pire, et c'est là où j'ai voulu m'engager auprès du Maroc et de rassembler les Marocains entre eux, c'est quand on se dénigre entre nous. Et ça, moi je l'ai vécu lors d'un repas. Alors ils pensaient que j'étais marocaine du Maroc parce que je parlais avec eux en darija, que c'était fluide, mais ça a dénigré sur les Marocains de France, des Smixmag. Qui dénigrait qui? Des jeunes étudiants marocains qui venaient d'arriver, c'était un dîner, ils dénigraient les autres. Ouais. Et là, ta réaction, c'était quoi? C'était pas possible. Alors, je leur ai posé beaucoup de questions, mais pourquoi? Et comment vous avez cette vision? Et je leur ai posé beaucoup de questions. Ils ne savaient pas que tu étais marocaine du monde? Non, j'étais là invitée par le président de l'association et je l'en remercie. C'était la première fois que j'allais sur ce genre d'événement. Et là, j'ai commencé à poser beaucoup de questions parce que ça m'a interpellée en fait. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont cette vision? Je savais qu'ils avaient, parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit qu'il y a cette vision-là. Et puis, on n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes tous marocains. Je veux dire, à un moment donné, il faut que, si on veut que les autres nous acceptent, il faut qu'on s'accepte nous entre nous. Marocains du monde. Oui, Marocains du monde et Marocains qui venaient juste d'arriver. Voilà, donc Marocains tout court. Tout court, voilà. Ils venaient juste d'arriver. Pour la plupart, c'était la première année. Et c'était une soirée d'intégration, un dîner qu'on fait, comme ils se font dans toutes les grandes capitales pour les intégrer, pour leur donner un mentor. Et donc, j'étais là, moi, pour accompagner une jeune étudiante, justement, de la famille. Et donc, voilà. Et donc là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, quand tu es arrivée, là, tu as trouvé facilement ton logement. Oui, madame. Et puis, tu arrives à faire tes courses? Oui. En plus, donc, je les ai laissés parler de tout ça. Et ça a été fluide. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais tu sais que tout ça, c'est grâce aux parents et aux grands-parents de ceux que tu dénigres aujourd'hui. Que tu appelles Smixmag. Voilà. Et que tu appelles Zmegri ou ce que tu veux. Donc, c'est eux qui ont mis en place tout ça. Et oui, mais madame, les low cost, on trouve beaucoup de low cost aujourd'hui. Les vols, vous n'allez pas me dire que c'est... bien sûr que si, c'est eux. Parce qu'on a des Marocains, c'est ce qu'on ne voit pas, des Marocains qui sont élus dans les instances économiques, comme moi je l'ai été, et qui sont force de proposition. Alors bien sûr qu'il y a des études de marché qui sont faites pour voir s'il y a assez, par exemple, de ressortissants de Marocains, par exemple, de telle région, Fès-Meknès, pour mettre un vol... Toulouse-Fès ou Bordeaux-Fès. Il y a des études. Donc, c'est comme ça que ça se fait, en fait. Vous êtes impliqué en tant que... mais bien sûr. C'est pas juste la compagnie aérienne qui débarque avec... Il y a la compagnie aérienne, mais il y a aussi il y a la force de proposition de personnes qui sont donc élues, mais en même temps qui font du forcing, entre guillemets, pour qu'on ait aussi ces liens, parce que ce sont des liens touristiques, mais ce sont aussi des liens commerciaux entre les deux pays. S'il y a du flux aérien, ou entre deux régions plutôt, il y aura des liens commerciaux. Il y aura du va-et-vient. On revient sur cette troisième génération. Les petits-enfants aujourd'hui, justement, qui sont dénigrés. Il y a les grands-parents, il y a les parents. Cette nouvelle génération, toi, tu la vois comment? Et bien sûr qu'on ne peut pas généraliser. Celle qui est parfois pointée du doigt, Smixmag, Zmegri, avec toutes les connotations... péjoratives. En réalité, elles existent ou pas? Au-delà des connotations, ces aspects, ils existent ou pas? Alors, des aspects, on va dire, négatifs, mais comme dans toutes les sociétés, bien sûr. Et puis après, ils grandissent dans un environnement contraignant. Tu ne comprends pas que c'est une partie d'eux-mêmes au Maroc. Moi, je le dis toujours. Pratiquement,
فوق ما كنمشي كنقول لهم je laisse une partie de mon âme ici. Alors que je suis connectée avec le Maroc tout le temps, yani au téléphone, je viens très régulièrement. Donc imagine ces personnes-là, toute leur vie, ils l'ont passé là-bas, ils ont laissé une partie de leur santé physique. Oui. Et là, c'est une partie de leur âme. Donc comment tu veux juger leurs petits-enfants aujourd'hui, qui au contraire se sentent profondément marocains et qui reviennent, on en a beaucoup qui reviennent, hein, 20, 21, 22, et qui ne se posent absolument pas la question de ce qu'ils vont trouver ici, ou là des contraintes, ou il y en a beaucoup qui ne parlent pas l'arabe, ou qui se confrontent à la société. Mais c'est nouveau tout ça en fait, ce besoin de revenir pleinement s'installer en fait. قالها في واحد l'interview avec un journaliste كان قالها où c'est de l'ordre du psychogénéalogique داكشي عندنا في les veines ou même في les couples mixtes راه كنشوفوا. Donc voilà, c'est nouveau, mais après parce que les sociétés en Europe aussi ont changé, nos jeunes ne trouvent plus leur place, on va pas se mentir, ils ne trouvent plus leur place. Donc en Europe. Ils ne trouvent plus leur place en Europe. Ou même aux États-Unis. Moi, j'ai beaucoup de no ladies qui sont aux États-Unis, qui ont des enfants, et leurs enfants reviennent même étudier au Maroc. Donc voilà. Donc il y a un retour aux sources, il y a une nécessité de retour aux sources, et moi je me dis tant mieux en fait. Alors, est-ce que le Maroc prépare cet accueil, se prépare à cet accueil? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On ne peut pas... On a beaucoup de personnes qui disent « mais le Maroc ne fait rien ». Non, non, je ne peux pas laisser dire ça. C'est pas possible. On a beaucoup d'institutions qui vont sur le terrain, voilà, pour des conférences, dire ce qui se fait au Maroc, les facilitations. Après, on est nombreux. On est vraiment nombreux, les Marocains du monde. Donc, je veux dire, si on n'a pas touché une catégorie, ben, c'est pas grave. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout arrive, la formation arrive en fait. Et ces jeunes, moi j'ai envie de dire aussi que ces jeunes, ils ont peut-être même pas besoin de nous et de l'information qu'on leur apporte. Parce que quel que soit le pays où ils voudraient aller, ils y vont très spontanément. Ils prennent leur sac à dos, ils y vont, ils explorent la première fois, ils créent des liens, ou ils tâtonnent le terrain, et puis après ils reviennent en France, et puis peut-être qu'ils reviennent chercher de la compétence, et ils reviennent encore au Maroc, et ils s'installent définitivement. Comme ils l'auraient fait s'ils étaient allés en Australie, en Nouvelle-Zélande ou là, à Londres. Exactement de la même manière. Ils sont différents de nous. Nous, on se posait la question, est-ce que j'y vais pas, j'étudie. Eux, ils tentent. La génération d'avant nous, ils voulaient un poste de fonctionnaire avec une vision jusqu'à la retraite. Et d'où là ils tentent, et s'ils se plantent, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, être en communauté aussi bien organisée que les Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde, en faire partie, ça veut dire quoi pour cette petite fille aussi, ce bébé qui disait donner le bladi, justement? Mais c'est une fierté, et moi je suis très fière d'eux, Saraha. À chaque fois que je vois un profil, vraiment, je suis vraiment fière d'eux. On a des profils de très grande qualité. On a des autodidactes qui sont arrivés... à des postes à responsabilité, parce qu'on a les hauts potentiels aussi, donc dans des grandes entreprises, mais qui sont arrivés aussi à créer des structures entrepreneuriales qui feraient rougir un Bill Gates, vraiment. Et vraiment, moi, c'est une fierté. Je suis vraiment très, très fière de faire partie de ce réseau, et très fière d'avoir... de dire, mais tu sais, des fois, je parle avec des Français ou des Américains, on a un Marocain du monde qui fait ça, en fait. Je peux te connecter à lui. Ouais. Mais vraiment, ça, c'est le summum. Ouais, summum de la fierté. Ah oui. C'est ça. Oui. C'est qu'en fait, tu arrives à avoir, grâce à cette organisation, à en faire partie, être la vice-présidente, tu arrives à voir le microscope, vraiment comment on dit, vraiment réglé, axé sur tout le potentiel de ces Marocains du monde. Oui, et puis on se repose aussi sur eux. On se repose sur eux, ils sont très force de proposition. Ils créent des événements, voilà, ils créent des rencontres, ils créent des synergies entre eux, ils nous rapportent les choses, donc on n'est pas tout seul. Nous, je pense qu'on est là, donc surtout avec Sikarim Amour qui il lead. Et puis nous, après, on exécute, et puis eux, ils font, ils sont dans l'action et ils nous rapportent. Vous voyez,
Donc, c'est une communauté qui est très bien organisée et qui fonctionne dans le partage. Et voilà, pour le bien commun de tous et surtout pour le bien du Maroc. Et surtout, chose qu'il ne faut pas oublier, pour le bien du pays dans lequel ils sont résidents. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on est formé aussi à l'étranger. Et cette manière-là quand on vient entreprendre, par exemple, au Maroc, c'est une manière aussi de valoriser les compétences que l'on a acquises à l'étranger. En fait, on devient soi-même le canal de cet échange. Exactement, le trait d'union. Non, exactement. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de l'association, justement, des Marocains du monde. J'ai envie qu'on aille sur toi, Fatema. Pendant que tu parlais, que tu m'expliquais tout ce que tu fais, tes va-et-vient, j'ai pas pu ne pas m'empêcher de penser à tes enfants, en fait. Tu as 2 garçons? 3 garçons. 3 garçons, tabarakallah. Et donc, cette maman qui bouge beaucoup. Et cette organisation à la maison qui se passe comment? Alors, c'est une organisation qui est fluide et on va pas se mentir, je me repose beaucoup sur mon mari qui est extraordinaire de ce côté-là. Enfin voilà, les choses se sont mises en place de fait. Déjà, quand ils étaient petits, il avait un travail qui était organisé surtout sur le matin très tôt. Il terminait à midi, récupérait les enfants chez la nounou. Ouais. Donc, moi, il prenait le relais. Et moi, c'était très tôt le matin, moi qui les emmenais. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Et puis, le week-end, le sport, les activités, on a le grand qui faisait du sport de haut niveau à un moment donné. Donc, c'était aussi très, très prenant. Donc, on avait cet équilibre. Et puis, j'étais hyper organisée, entre guillemets. Et puis, je suis encore à la maison. Et il faut dire qu'ils m'aident aussi, eux, beaucoup. Et que je suis obligée de temps en temps de dire stop, surtout le petit dernier qui adore beaucoup cuisiner. De lui dire stop la cuisine, s'il te plaît, parce que c'est trop à un moment donné. Mais voilà. Donc, en fait, tu es entourée de 4 hommes. Oui, c'est ça. Le papa et les 3 garçons. Voilà, exactement. Le grand qui rentre au Maroc, d'ailleurs. Hein. Ah oui, il est rentré s'installer. Oui, il est rentré l'année dernière à 22 ans, à 21 ans. Il a pris son sac à dos en me disant, voilà, je veux faire une année sabbatique au Maroc. Donc, on s'est posé des questions, mais pas longtemps, franchement. C'est surtout l'environnement, tout le reste, en fait, qui avait peur. Mais leur peur n'était pas les miennes, ni celles du papa. Et puis, au final, il se sent très bien ici. Donc, voilà. Donc, il a repris des études ici. En fait, il a intégré un accélérateur parce qu'il avait créé une application. On était tous les deux sur un nouveau projet, une application autour du sport. Et voilà, donc ça a pris. Et puis, au final, il bosse aussi à mes côtés. Donc, pour l'instant, il se sent très bien ici. Ouais. Il parlait très bien l'arabe, mais encore mieux maintenant. Ouais. Et puis, il est allé se confronter, entre guillemets, aller voir la société de plus près. Mais chose que les 3 aiment d'ailleurs, hein, aller voir discuter avec les gens, discuter avec tout le monde. Et je me dis, en fait, les chiens ne font pas des chats. Oui, c'est ça, mais complètement. Ça continue. Voilà, ça continue d'une autre manière, mais ils ont un amour pour le pays qui, je pense qu'il est décuplé par rapport au mien. Alors, j'imagine que le papa ne peut être que marocain. Bien sûr. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Bien sûr. C'était une idée fixe ou c'est la vie qui vous a fait vous rencontrer? Là, c'était une idée fixe. Je ne me voyais pas me confronter à une belle famille, la même culture, les mêmes valeurs, leur expliquer. Ça aurait été peut-être un honneur de leur expliquer tout ça, le melting pot. Mais en tout cas, moi, je tire mon chapeau à ceux qui y arrivent. Parce que ça demande beaucoup de courage. Moi, je n'avais pas ce courage-là. Là, je suis allée sur la facilité. Il y a une Mghrebi et voilà, c'est plus simple. Mais au-delà de la facilité, en fait, c'est aussi la... Moi, je ne le vois pas comme... Bien sûr, ce n'est pas ma vie, mais à t'entendre, je ne le vois pas du tout comme ça, comme je ne voulais pas aller... C'est presque, en fait, pour bien faire, pour passer le message de façon diplomate. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien ça, c'est mon ressenti. Mais la réalité, c'est que, en fait... Pour toi, ça ne pouvait pas être autrement, facilité ou pas, mais... Même dans la transmission, l'éducation, c'est important qu'on ait les deux. Ouais. Donc finalement, un Marocain du monde aussi? Non, pas du tout. Un Marocain du Maroc? Voilà, du Maroc, oui. Donc vraiment 100%. Et après, qui est devenu bien sûr Marocain du monde. Mais voilà, parce qu'on s'est posé la question au départ. Moi, je vivais à Vianen à l'époque. Donc, j'étais entre Vianen et Paris. Donc, Vianen à côté d'Amsterdam.
Et je me suis vraiment posé la question la première année, qu'est-ce qu'on fait? Je rentre au Maroc, enfin voilà, parce qu'il y avait des opportunités. Et puis au final, non, on a suivi l'aventure encore en France, voilà. En fait, c'est incroyable de voir, et c'est peut-être aussi la distance, de voir cet attachement. Peut-être que nous, Marocains du Maroc, on réalise pas tout ça. On est dans cet environnement, on est dans notre pays, on est dans notre culture. Mais Marocains du monde, ça peut être cet amour, cette passion en fait. C'est vraiment passionnel cette relation avec l'identité marocaine. Je pense que c'est exactement ça. Moi, j'avais une relation très passionnelle avec le Maroc. Donc, et puis même enfant, je me rappelle que dès qu'il y avait un livre sur le Maroc, j'allais chercher parce que à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux pour aller tout ça. Et puis après, entre nous, bon, la télévision, il n'y avait pas grand-chose, mais nous, on n'avait pas trop le droit de regarder la télévision. Donc, c'était plutôt les livres. C'était bien cadré à l'époque. Voilà, à la bibliothèque municipale. Donc, on allait à la bibliothèque municipale. Et dès qu'il y avait des livres sur le Maroc, enfin voilà, je cherchais toutes les informations que je pouvais trouver sur les autres régions que je ne connaissais pas, sur l'histoire du Maroc, sur ce qui s'était passé sous le protectorat, sur les paroles de Feu Sa Majesté Hassan Thani. Donc voilà, donc j'allais chercher ces informations-là parce que j'avais besoin de raccorder. Et je me souviens que dans les courriers qu'on s'envoyait avec les cousines au Maroc, les cousins, la famille, j'avais un malin plaisir à écrire sur l'adresse derrière Royaume du Maroc. Royaume du Maroc. Et voilà. Et pour moi, en plus, j'étais fière d'avoir un royaume avec tout ce que ça implique derrière. Un roi, des princes, des princesses, un protocole, une manière de vivre au Maroc, une éducation, donc une histoire. Donc j'étais très fière d'en parler, puis de le retranscrire, parce que moi j'écrivais beaucoup à l'époque quand j'étais jeune, et de le retranscrire aussi dans mes récits. Alors, ton papa, Allah yarhamou, il est enterré dans ce royaume du Maroc. Ta maman? Pareil, les deux. Les uns l'un à côté de l'autre. Ta maman, tu l'as perdue à un âge très jeune? Oui, très jeune. Je venais. Voilà, mes enfants étaient petits, mes frères étaient encore jeunes aussi. Enfin voilà, bon, ils étaient grands, mais pour moi, ils étaient encore jeunes. On n'a pas beaucoup d'années de différence avec ma maman. On a 17 ans de différence. C'est un tsunami émotionnel. Et elle est juste venue en vacances et elle est décédée ici. Au Maroc. Au Maroc. Et mon papa, c'est pareil. Il est juste venu en vacances et il est décédé ici. De décès naturel? Alors non, mon père avait des soucis de santé, mais c'était quelqu'un de très dynamique, qui marchait beaucoup. Donc il était cardiaque depuis très longtemps. Et puis ma mère, on l'a appris plus tard, elle avait une pancréatite. Elle ne le savait pas? Si, elle le savait, je pense. Si, elle le savait. Elle vous a rien dit. Ou alors elle n'a pas mesuré le degré de la gravité de la maladie. Mais je pense qu'elle le savait. Ouais. Donc en fait, finalement, et la patrie et les parents sont sur cette terre aujourd'hui. Et ça, l'attachement était très fort, mais là, il est presque décuplé. Ah, bien sûr, oui. C'est important pour les Marocains du monde d'être enterrés ici? Pour beaucoup. Oui, parce que c'est un retour à la terre, un retour aux sources. Enfin voilà. Puis juste, alors il y en a beaucoup qui sont enterrés aussi près des leurs dans leur pays de résidence, mais pour beaucoup, c'est une obligation pour les petits enfants, les enfants de venir les voir, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. Alors, j'aimerais aussi qu'on aborde un point qui est celui du leadership féminin. Alors, quand je pose la question, des fois on me dit non, pour moi, il n'y a pas de leadership féminin ni de leadership masculin. Certaines me disent au contraire, il y a une forme de leadership féminin. D'autres me disent, il ne faut pas que la femme essaye d'imiter l'homme dans son incarnation du leadership. Fatima, toi, tu réponds quoi? Moi, je dis pareil, être soi-même, en fait. Ne pas essayer d'imiter l'homme. Pas du tout, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi avec nos sensibilités, à chacune, que l'on impose un leadership. Alors, bien sûr, après, on doit mettre des limites. Enfin, voilà, leadership est très, à tort, perçu par il faut être ferme, mais il y a des manières d'être ferme, mais tout en douceur aussi. Donc voilà, on a notre leadership à nous, et je pense que dans une structure, une entreprise, c'est ce qui crée l'équilibre aussi. Et le fait de vouloir imiter, on s'éloigne de soi. Il faut rester soi. On a un décalage entre le corps, l'âme, enfin tout ça.
Et c'est pas bon, ça devient brouillon. Et si on veut pérenniser dans notre manière de faire, c'est en restant soi-même. Voilà, donc en restant soi-même avec tout ce que ça implique. Le côté féminin, bien sûr, mais notre marocanité, surtout aussi, parce que moi, j'ai évolué avec des étrangers, puis même là, mes clients sont des étrangers. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, en fait, ce qu'on vient chercher, oui, la compétence, vous l'avez, mais c'est vous, en fait. C'est ce qui les rassure. Alors, les hommes ne se posent pas cette question. Pas du Est-ce tout. que j'ai un leadership masculin ou féminin? Bien sûr que non, mais et c'est forcément la femme qui se pose ce genre de questions. Comment trouver quel est mon vrai leadership? Et en fait, je pense, et tu y réponds très bien, on résout la question une fois qu'on se pose plus la question. Exact. Moi, je me pose absolument pas la question. Mais tu te l'es posée à un moment, d'ailleurs. Je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais dû recruter quelqu'un. Oui. Alors ça, c'est parce que c'est quelqu'un de l'extérieur. Moi, je m'étais pas posé la question, mais c'est quelqu'un de l'extérieur qui m'a dit, écoute, il était venu en rendez-vous avec moi. Et donc, moi, mes clients, ce sont que des grands comptes. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, si tu veux réussir, il faut que tu prennes un mec avec un nom bien franchouillard pour te représenter commercialement. Pourquoi? Et en fait, parce que tu es femme marocaine. Voilà, parce qu'il me l'avait dit texto. Hein, parce que tu es une femme, tu es arabe et tu es petite. Et là, je l'ai cru au départ parce que voilà, il venait pour, il avait pas intégré la société, mais il s'était associé commercialement avec moi sur certaines très grosses missions. Et en fait, au bout de 2 mois, moi dès le départ, j'étais convaincue. Mais tu vois, je me suis dit peut-être qu'il a plus d'expérience. Et en fait, au bout de 2 mois, ça ne l'a pas fait. Parce que les clients, et pour tout, que ce soit pour un homme ou pour une femme, je pense que ce qu'ils viennent acheter, c'est cette valeur ajoutée aussi que n'ont pas les autres. C'est la personnalité. C'est la personnalité. Donc, s'il y a un message qu'on peut passer aujourd'hui aux femmes, pour la femme, c'est ne pas se poser la question si mon leadership doit être féminin ou masculin. Il doit simplement être authentique. Exactement. Mais encore faut-il bien se connaître. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi. C'est une nécessité de travailler sur soi, avec tout ce que ça implique, de la remise en question quotidienne sur les actions que l'on met en place, apprendre de ses erreurs, les reconnaître. Les reconnaître surtout. C'est reconnaître ses erreurs et puis avancer. Puis les erreurs ne sont pas une fatalité. Mais voilà, mais ça c'est la clé en fait, pour trouver son alignement et trouver sa méthode de leadership ou autre. C'est d'abord se connecter à soi, connaître ses erreurs, les corriger, se faire accompagner, travailler sur soi. C'est tout ça qui est important. Parce qu'on a beau dire à la personne, il faut être authentique, mais si la personne ne s'accepte pas, n'accepte pas qui elle est, a des zones d'ombre qu'elle n'accepte pas, qu'elle ne veut pas entrouvrir, il n'y a pas cette confiance en soi, cette estime de soi avec ce que je vaux, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux améliorer. On ne peut pas parler d'authenticité ni de leadership dans ce cas-là. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, Fatima, ça a été un plaisir pour moi d'enfin te rencontrer. Mais vraiment, après partagé. Autant d'échanges par téléphone, c'est un plaisir pour moi d'enfin te rencontrer. Et je sentais au téléphone, à travers les différentes discussions qu'on a pu avoir, cet amour que tu as pour le Maroc. Mais là, je le vois en fait. Non seulement je l'entends, c'est vrai que la voix est très... Les émotions qu'on ressent par la voix sont très fortes. Mais là, en plus de... Je le vois incarné, en fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yasmine. Et c'était un plaisir aussi. Et puis, petite anecdote peut-être pour clôturer. J'ai tellement d'amour pour le Maroc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que voilà, moi, je dis toujours que je laisse une partie de mon âme à chaque fois. J'ai beau venir aller des fois presque tous les mois. Et quand je repars, je repars des fois avec les larmes. Et je me dis, c'est pas possible qu'à chaque fois... Chaque mois, en fait. Chaque mois, c'est la même chose. Enfin, voilà, et pourtant, je vais retrouver mes enfants, mon mari. Voilà, donc Et une fois, je partais de l'aéroport et je me suis juré, incroyable. Voilà, j'ai pris sur moi. Et en fait, je vois une maman dont la fille, je pense qu'elle partait étudier. Elle était en larmes parce que sa fille partait. Donc là, je me suis retenue. Je me suis dit, non, faut pas que je pleure en plus devant elle. Donc là, voilà, ça a été déjà le début. Et j'arrive devant le douanier à l'aéroport. Où le la musique, il y a
وين مسافر تروح تعيا وتولي. Alors là, tu as commencé قلت له اش كتسالني exactement. ايش كتسالني. Et je lui ai raconté en fait. Et on a commencé à discuter. Alors c'est vrai qu'ils ont un temps limité, Ouais. mais ça l'a fait rire et voilà. Et du coup, je suis partie. C'est fou, mais parce que quand tu es là, bon, maintenant ton fils est là, c'est vrai, mais quand tu pars, tu laisses tes parents d'Arhamom, Oui. ils sont sur cette terre, Ouais, mais tu laisses personne physiquement, en Non. fait. Non, mais C'est-à-dire que je normalement, laisse, quand on voit les gens pleurer, c'est parce qu'ils laissent quelqu'un derrière eux. Non, mais moi j'ai toujours dit que, enfin moi j'ai toujours vu, en tout cas, quand on est parti, pour moi je parle de déracinement. Ouais. Et dans mes écrits, j'ai gagné un concours d'expression écrite, j'avais 14 ans, je pense. Je parlais de déracinement. Donc c'est ça. Ce déracinement, en fait, tu continues à revivre cette boucle. Oui. Tu as déjà fait un travail sur ça? Oui. Non, il y a eu un travail là-dessus. Mais moi, ça me plaît de le vivre, en fait. C'est vrai. Parce que c'est ce qui me nourrit. Ouais. C'est ce qui fait que, voilà, ça régénère. Ça régénère. La dynamique continue. Oui, la dynamique continue. Puis bon, on en avait déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup être dans l'action. Donc, du coup, ça permet l'action. Et puis, de faire ce lien peut-être entre les deux pays, entre plusieurs nations, entre des entreprises là-bas qui voudraient s'installer ici. Donc, voilà. Donc c'est ça, en fait. En fait, si tu n'aurais pas mal, tu ne ferais pas ça. Non. C'est cette douleur qui nourrit ton action. Exactement. C'est un amour. Et puis, de toute façon, dans l'amour, il y a aussi... C'est de la douleur. De la douleur. Donc, ça, c'est l'amour passionnel, voilà, en fait. C'est l'amour passionnel qui est... Et avec tout... Enfin, moi, je reconnais qu'on a encore beaucoup de choses à faire au niveau du Maroc. Il y a plein de choses avec tous les défauts. Mais on a cette responsabilité de le faire avancer. À notre manière. Fatima, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.